une de l'actualité au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé ce mardi qu'il allait approuver une loi abaissant l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique. Sauvetage d'un enfant en France par un migrant malien, le Mali exprime sa fierté. Et puis nous ferons une immersion dans le quotidien de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, d'où est partie la contestation des étudiants du Sénégal après la mort de Fallou Sène. Bienvenue à toutes et à tous. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé ce mardi qu'il allait approuver une loi abaissant l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique. Ce faisant, il ouvre la voie à des candidats plus jeunes aux élections générales prévues en 2019. Les détails. Dans les jours à venir, de nombreux jeunes Nigériens prometteurs se joindront à moi pour la signature de la loi pas trop jeune pour être candidat. Ainsi s'exprimait le chef de l'État Muhammadu Buhari dans un discours prononcé à l'occasion du jour de la démocratie célébré tous les ans dans le pays. Votée par les deux chambres du Parlement l'année dernière, cette loi a ensuite été conformément à la Constitution approuvée par les 2/3 des assemblées législatives des États. L'assentiment du chef de l'État est la dernière étape du processus. Le texte prévoit l'abaissement de 40 à 35 ans de l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle et de 35 à 30 ans pour briguer un mandat sénatorial ou de gouverneur. Les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées des États devront avoir au minimum 25 ans. La loi vise à encourager la participation des jeunes à la vie politique dans un pays où plus de la moitié des quelques 180 millions d'habitants a moins de 30 ans. À 75 ans, le président nigérien Muhammadu Buhari espère être réélu pour un deuxième mandat de 4 ans à la présidentielle de février 2019, la 6e à se tenir depuis le retour à un régime civil en mai 1999. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement annoncé ce lundi sa candidature à un second mandat lors de l'élection du 29 juillet prochain. Il y affrontera au moins une quinzaine d'adversaires. Ibrahim Boubacar Keïta a placé la sécurisation du pays en tête de ses priorités. Suivons l'ambiance qui a prévalu. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national. Les conséquences de la crise de 2012 ont été certainement plus profondes et la lutte contre le terrorisme beaucoup plus complexe que nous ne l'avions estimé. Mais les différents extrémismes doivent impérativement être défaits, car il en va du destin même de notre pays. Les résultats obtenus, grâce notamment à l'opérationnalisation du G5 Sahel, créent une dynamique positive qui sera renforcée avec l'aide de nos partenaires. Aucune ambition personnelle ne m'habite. Aucune volonté de durée ne m'anime. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali, en ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Voilà pourquoi je vous demande de me renouveler votre confiance. Lorsque je serai élu, si Allah subhanahu wa ta'ala et vous le vouliez et le favorisiez, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. L'ex-ambassadeur du Mali en France s'est dit vraiment fier de Mamoudou Gassama, devenu héros en France, et ce, après avoir sauvé un enfant ce week-end. Devant le consulat du Mali de Bagnolet, Cheikh Mouktari Diarra, l'ex-ambassadeur du Mali en France, se réjouit de l'image que Mamoudou Gassama, qui a sauvé un enfant, donne de son pays. Il a vu un jeune en position difficile. Il n'était pas le seul à l'avoir vu en position difficile, mais c'est son fond malien qui l'a poussé à dire « Je risque ma vie, mais ce petit, je ferai tout pour le sauver ».
Exactement. Les Maliens ont également réagi à l'exploit héroïque de Mamoudou Gassama. Nous sommes vraiment très fiers de notre compatriote Mamoudou Gassama, qui est l'un des personnes qui a sauvé aussi la vie des Français en France. Il n'est pas la seule personne. On a vu le cas de Lassana. Et puis aujourd'hui, on voit Mamoudou aussi. On ne souhaite pas encore des drames, mais il faut savoir que la France pourrait savoir que et mieux comprendre que le Mali, les Maliens sont à côté des Français dans toutes les circonstances. Par ailleurs, les associations d'aide aux migrants en France ont dénoncé ce lundi l'hypocrisie et la récupération politique éhontée de la naturalisation de Mamoudou Gassama, qui masque mal, selon elles, la dureté de la politique migratoire du gouvernement. À l'Assemblée nationale, la nouvelle suscite des réactions contrastées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décalage profond entre la loi qui vient de faire voter sur l'asile et l'immigration et cette mini-récupération d'un acte héroïque. Donc évidemment, je comprends très bien qu'il soit prompt à l'accueillir ce matin à l'Élysée et qu'il le naturalise. Mais j'aimerais qu'il prenne conscience du fait qu'au-delà de Spider-Man, il y a d'autres dizaines, centaines, milliers de héros potentiels et qu'il faut aussi prendre conscience de leur sort. Migrant et sans-papier de 22 ans, Mamoudou Gassama a posé un acte de bravoure et de vaillance en escaladant la façade d'un immeuble parisien pour sauver un enfant de 4 ans suspendu à une balustrade au 4e étage. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo a publiquement demandé ce lundi des explications au président français Emmanuel Macron. Ceci après ses propos qui ont suscité le malaise, voire la colère à Kinshasa. Plus de précisions à travers cet élément. En conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a dénoncé les propos subliminaux et pleins d'ambiguïté tenus le 23 mai par le président de la République française en recevant le président rwandais Paul Kagame. La France soutient l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais, avait déclaré sans autre précision le président français qui a reçu ce lundi son homologue angolais Joao Lourenço. Nous ne reprochons rien au président français. La question consiste à savoir ce qui a bien pu être dit entre lui, parce qu'il en a parlé, et le président du Rwanda concernant la RDC, sans que nous le sachions, a déclaré Mende. Lorsque la réponse viendra, si elle n'est pas satisfaisante, soyez certains que nous en tirerons toutes les conséquences, a-t-il poursuivi après des propos liminaires très offensifs sur la défense de la souveraineté congolaise. Personne n'a le droit d'envisager des solutions aux problèmes qui sont les nôtres sans nous, a-t-il insisté après avoir dénoncé les nostalgiques de l'ordre colonial et les messes basses et complots à ciel ouvert contre la souveraineté de notre pays. Les représentants de la France, du Rwanda et de l'Angola avaient été convoqués samedi par le ministre des Affaires étrangères après les propos de Macron. Géant d'Afrique centrale, 2,3 millions de kilomètres carrés, 9 frontières, des richesses minérales, la RD Congo traverse une période cruciale de son histoire avec des élections prévues le 23 décembre 2018 pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Une partie de l'opposition soupçonne toujours le président Kabila de vouloir s'accrocher au pouvoir. Son deuxième et dernier mandat constitutionnel a pris fin le 20 décembre 2016. La contestation des étudiants du Sénégal est partie de l'université Gaston Berger de Saint-Louis où Faloussen a été tué et ce, alors que ses camarades et lui réclamaient le paiement de leur bourse. La mort de Faloussen continue de mobiliser la jeunesse sénégalaise. En effet, ses camarades sont en grève illimitée. Ces contestations ont mis à jour la crise qui couvait dans les universités, à commencer par les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. Rokaya vit dans cette pièce de 10 mètres carrés avec 3 de ses camarades de classe. Cette chambre, elle les sert de dortoir, de salon, mais aussi de cuisine, une condition proche du dénouement dans laquelle elles vivent et étudient.
avec les matelas qu'on superpose et qu'on fait descendre la nuit. Et en même temps, on veut cuisiner. On veut tout faire dans cette chambre-là et travailler. Vous voyez, la table là, c'est pour au moins 3 personnes. La chaise, souvent, on est obligé. Moi, je reste sur le lit pour travailler souvent, ou bien je sors. Autre précarité de l'air quotidien, c'est les problèmes d'eau. Un seul robinet alimente tous les bâtiments. Rokhaya remplit des seaux d'eau par jour pour son usage quotidien. Mais très souvent, l'eau ne coule pas. Il n'y a pas d'eau encore. Oh là là. Ça devient encore plus compliqué aujourd'hui, franchement. Là, on est obligé d'aller puiser de l'eau au réservoir. Bon, s'il n'y en a pas là-bas, aller dans les villages environnants ou bien acheter de l'eau. Le manque de logement à l'université pousse certains étudiants à trouver un logement en dehors du campus. Abdou est membre d'une association qui les aide à trouver un logement comme cette maison à une centaine de mètres de l'université. Ici, 12 personnes vivent. Ils cotisent 10 000 francs CFA par mois. Le reste des frais est cherché ailleurs et souvent difficilement. Maintenant, la recherche de fonds, quand même, parfois c'est compliqué. Nous courons derrière les ONG, derrière les autorités politiques des maires, les hommes de bonne de la localité. Et des fois, nous sommes confrontés à ces problèmes-là, de prendre en charge en quelque sorte la question de l'électricité, de l'eau et même du paiement. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est les calmes qui règnent en ce moment sur les campus. Les étudiants en grève illimitée sont rentrés en famille. Difficile de rester ici dans des conditions de surpeuplement pendant ces moments de grève. Les autorités sont en train de construire de nouveaux bâtiments pour améliorer les conditions de logement des 10 000 étudiants qui peuplent les amphithéâtres. Et puis, réduction drastique de l'utilisation d'objets à usage unique en plastique. La Commission européenne a proposé ce lundi une série de mesures allant de l'interdiction de certains produits à l'obligation de recycler. Coton-tige, couverts de pique-nique ou même ballons. Tous ces articles à usage fréquent sont désormais dans le viseur. L'Union européenne se lance ainsi dans la lutte contre les plastiques. Une dizaine de produits à usage quotidien ainsi que des équipements de pêche sont dans le collimateur de Bruxelles qui veut lutter contre la pollution des sols et surtout des mers et des plages par ces plastiques. Ces derniers représentent à eux seuls 70% des déchets marins en Europe. Pour les contenants alimentaires et les gobelets, les États membres devront chacun se fixer des objectifs de réduction en proposant par exemple des produits alternatifs dans les points de vente ou en faisant payer ces contenants à usage unique. Bruxelles prône l'interdiction des cotons-tiges en plastique, couverts, assiettes, pailles, mélangeurs de cocktails et tiges de ballon qui devront être fabriqués en matériaux plus durables à la place. Les verres en plastique à usage unique ne seront autorisés que si le couvercle est attaché. Il incomberait aussi aux différents pays de parvenir à ramasser 90% des bouteilles en plastique à usage unique d'ici à 2025. D'autres obligations reviendraient aux fabricants de ces produits qui devront aider à couvrir les coûts de la gestion des déchets et du ramassage et devront obligatoirement indiquer sur les étiquettes comment recycler tel ou tel produit. C'est une nouvelle étape dans la chasse au plastique pour l'Union européenne qui compte déjà une petite victoire en la matière. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.